Édition du 6 février 2020 du balado du Centre-Ville. Alexandre Tourigny en compagnie de Max Boudreau, qui s'est mis chic d'ailleurs pour l'occasion. Je suis obligé de le mettre. Merci d'être venu bien sapé. Oui, merci. Donc, 15 heures, date butoir des transactions dans la NBA. Donc, les formations avaient jusqu'à 15 heures aujourd'hui pour finaliser leur formation, à peu près, pour ce qui est des séries éliminatoires et du reste de la saison également. Et je peux vous dire une chose. Ça bouge et ça a bougé. Écoute, ça bouge. À la suite du match d'hier entre les Raptors et les Pacers, un match complètement fou où les Raptors ont terminé en beauté en marquant les 11 derniers points du match. Je suis revenu à la maison, j'étais fatigué, je me dis peut-être que je pourrais me coucher de bonne heure pour une fois. Et ça, c'était moi hier sur Twitter. Refresh, refresh, refresh. Chaque fois, écoute, quelle transaction, quelle journée de transaction complètement folle dans la NBA. Et c'est ce qu'on aime bien parce que, contrairement peut-être à d'autres ligues, dans la date butoir des transactions de la NBA, il y a constamment des joueurs vedettes qui changent de camp. Donc, on sera avec vous pour la prochaine heure, Max et moi. On va se rendre également du côté du téléphone pour s'entretenir avec Peter Yiannopoulos et William Archambault. Mon cher Max, tout d'abord, peut-être tes premiers commentaires en ce qui a trait à la date butoir des transactions. Est-ce que tu t'attendais à ce que ce soit aussi fast en transaction? Non, écoute, rocambolesque. Ça a commencé mardi là, avec un échange à 4 équipes. Puis on le parlait, là, c'est juste dans la NBA que tu vois là, 4 équipes échanger des joueurs à gauche et à droite. Je pense qu'il y avait au-dessus de 12 joueurs qui ont été échangés au total. Par la suite, on a eu les grosses bombes là, de Andrew Wiggins qui est échangé, Andrew Drummond qui est échangé, D'Angelo Russell qui est échangé. Là, on vient tout juste d'apprendre que Marcus Morris vient d'être échangé. On va en parler plus en profondeur tantôt. Mais comme tu l'as dit, là, la NBA, dans la dernière heure, c'est rocambolesque. C'est fou, fou, fou. Et on vous rappelle également, ce balado spécial Transaction est présentement sur Facebook Live. Donc, n'hésitez surtout pas à nous fournir vos commentaires et vos questions également. On sera avec vous au cours de la prochaine heure. Et je sais souvent qu'il y a des gens sur les Facebook Live de RDS qui regardent, qui sont là et qui se disent « Est-ce que ma question est assez bonne? Est-ce qu'elle n'est pas bonne? » On s'en fout. Posez la question et ça va nous faire vraiment un grand plaisir d'y répondre. Et sans plus tarder, on rejoint au téléphone notre collègue et informateur basketball Peter Yiannopoulos, surnommé le Greek Freak. Comment ça va, mon cher? Salut les boys, ça va bien? Ça va bien, merci. Peter, j'imagine que tu t'es remis de tes émotions d'hier à la suite de la victoire entre les Raptors et les Pacers. Ibaka, Ibaka, oui papa. Le chef. Messieurs, oui, tout à fait. Messieurs, si on commençait peut-être en revenant de l'arrière, tu as parlé de cette transaction mardi dernier à 4 équipes entre les Rockets de Houston, les Hawks d'Atlanta, les Timberwolves et les Nuggets. Essentiellement, la plus grosse pièce, évidemment, c'est Clint Capella qui a été échangé aux Hawks d'Atlanta. Peter, pour toi, est-ce que c'est une transaction qui fait du sens, compte tenu que Clint Capella connaissait encore une bonne saison? Et Max, je sais, pour en avoir discuté avec toi, que tu t'expliquais mal peut-être cette transaction-là. J'aimerais avoir l'avis de Peter. Ben, écoute, c'est clair que quand on pense à Clint Capella, c'est un jeune joueur vraiment athlétique, qui est capable de vraiment avoir un impact des deux côtés sur le terrain, défensivement, les rebonds, les blocs, mais aussi capable de finir et des rebonds offensifs, parce qu'on sait que l'offensive des Rockets, ça commence et ça termine avec Harden, et après, tu as Westbrook. Bref, quand tu échanges un gars comme Capella, un gars qui acceptait son rôle, on pensait qu'il y aurait un autre échange, parce que honnêtement, si tu en vas pour un championnat, puis là, tu échanges Capella pour Robert Covington, je pense qu'avec Eric Gordon, on n'avait pas vraiment besoin d'un autre joueur sur l'aile. Je te dirais, oui, si on peut rajouter quelqu'un avec Capella. Fait que pour moi, c'est un peu étrange. Je sais qu'on est rendu à 15h04. On va voir s'il y a d'autres échanges qui vont être communiqués. Mais c'est clair qu'échanger un gars comme Capella, pour moi, c'était vraiment bizarre parce que je l'aimais comme joueur, puis je pensais que lui, à côté de Harden, Westbrook, Gordon, c'était vraiment, et PJ Tucker, c'était un joueur qui complétait ses joueurs du périmètre. Bref, ça reste à suivre, mais honnêtement, un peu étonnant qu'on aurait échangé un jeune joueur, mais si je suis les Hawks d'Atlanta, j'adore l'échange parce que là, j'ai Capella qui va jouer avec Trae Young, avec Collins, avec Cam Reddish, bref, un bon jeune noyau des Hawks qui est vraiment amélioré avec l'addition de Clint Capella. Et du côté des Rockets,
on sait cette expression-là, small ball. J'en ai parlé hier. Hein? C'est plus small ball. C'est extra small ball. Plus tôt, cette semaine, les Rockets sont devenus la première équipe en 57 ans à ne pas avoir de joueurs de 6-6 et plus sur le terrain. Tu aurais peut-être une chance pour jouer pour les Rockets. Peter aussi au téléphone. Mais quoi qu'à 5-11, je suis pas certain. Il faudrait que tu sois assez vite, mais c'est la philosophie de Mike D'Antoni. On se souvient à Phoenix, les gars, quand on avait Steve Nash qui a été joueur MVP pendant 2 années consécutives, on voulait marquer le plus de points possible, puis on se disait, on va en marquer 140, puis on va gagner 140-138. À la fin, on va juste avoir la victoire. Ouais. Et maintenant, c'est qu'est-ce qu'il essaie d'amener à Houston? Moi, en ce moment, Houston, c'est les plus gros perdants là, de cette journée parce qu'ils n'ont pas remplacé un gros bonhomme. Et tu joues dans l'Ouest, tu joues contre Jokic, tu joues contre Hassan Whiteside de Portland, tu joues contre les Valanciunas de ce monde, les Dwight Howard, JaVale McGee, Anthony Davis. Qui va jouer contre ces joueurs-là? Tu peux pas avoir un gars de 6 pieds 11 contre un gars de 6 pieds 5, 6 pieds 6. Là, le plus grand pour les Rockets en ce moment, c'est Tyson Chandler à 7 pieds. On connaît les services qu'il a fait, mais il est rendu sur la pente descendante. Moi, je voudrais avoir, Peter, d'après toi, est-ce que Houston sont les plus grands perdants de cette journée? Si on n'a pas un autre joueur pour remplacer, un autre grand joueur pour remplacer Capella, je te dirais que oui, Max, parce que pour moi, les Rockets, il y a 2 ans, ils avaient les Warriors. Ils venaient 3-2, là, Chris Paul est blessé, mais quand même, le match numéro 7 à la maison, ils ont perdu ce match. Ils auraient dû battre les Warriors. L'année passée, la même chose. Durant était blessé. On avait le match numéro 6 à la maison. On perd. C'était facilement que les Rockets pourraient être champions de la NBA. Là, cette année, tu amènes Westbrook un peu plus d'attaque, quelqu'un qui est un peu plus jeune que Paul, qui peut attaquer, peut marquer plus de points. Moi, j'adore toujours Westbrook à côté de Harden, avec Gordon, Tucker et Capella. Pour moi, c'est un 5 partant qui peut vraiment rivaliser avec n'importe qui de la NBA. Puis si Harden devient le joueur qu'on pense qu'il devrait venir, un gars qui peut dominer dans les finales ou dans les séries, je pense que les Rockets pourraient battre les Clippers et les Lakers. Mais là, sans Capella, ça va être extrêmement difficile parce que, comme tu le mentionnes, c'est clair que les Lakers ont JaVale McGee puis Dwight Howard, mais au 4e quart, c'est Anthony Davis qui devient le centre. C'est qui va arrêter Anthony Davis? C'est-tu PJ Tucker à 6 pieds 5? C'est-tu Bruno Caboclo, le pauvre Bruno qui est arrivé maintenant avec... Two more years, Bruno. Encore une fois, Fait que difficile. Fait que, non, je comprends que les Rockets... c'est étonnant, puis on va voir qu'est-ce que Daryl Morey va faire. Est-ce qu'il y a une autre transaction qu'on attend, mais sans un autre joueur d'impact qui peut jouer à l'intérieur, ça va être difficile pour les Rockets de battre les Lakers ou les Clippers, ou je te dirais même les Nuggets de Denver. Et le Jazz aussi, avec Rudy Gobert aussi qu'on oublie, mais qui sont 4e dans un des meilleurs joueurs défensifs année après année dans la NBA. Qu'est-ce que vous pensez de l'acquisition de Robert Covington de la part des Rockets? Est-ce qu'il va... Quel rôle vous le voyez jouer avec les Rockets? Pour moi, c'est un PJ Tucker version 2.0. C'est un joueur qui est reconnu pour son talent défensif. Il est capable de tirer du 3 points du coin des arcs. Mais à part ça, on l'a vu jouer à Philadelphie avec Embiid l'année passée, Simmons, tout ça. C'était une bonne pièce maîtresse, mais on peut pas... Si on le joue en 5, là... Il va trouver le temps long à essayer de box out les joueurs comme Davis, Rudy Gobert, Jokic. Le temps est long à Houston. J'espère que... Je vais rafraîchir mon téléphone. Là. J'espère qu'il va y avoir d'autres échanges parce que sinon, beaucoup de questions pour le Rockets. Mais c'est une transaction que j'aime beaucoup. Si on prend le point de vue des Hawks, oui, on s'entend, les Hawks, une saison de misère. Mais on a beaucoup de pièces maîtresses. Ouais. On commence à assembler une équipe que j'aime beaucoup. Le problème, c'est quand on va commencer à gagner. On a un Trae Young qui marque en moyenne presque 28 points par match récemment. Et malgré tout, on perd. Qu'est-ce que ça va prendre, selon toi, Peter, pour que les Hawks, éventuellement, et on espère plutôt que tard pour eux, réussissent peut-être à se frayer un chemin dans les séries éliminatoires? Ça va prendre du temps, puis je pense que ça va prendre le développement de ces jeunes joueurs-là, puis ça va prendre aussi des bons vétérans. C'est clair que des fois, on voit les jeunes joueurs qui jouent 1 an de la NCAA, puis on pense qu'ils sont déjà prêts à être des joueurs dominants. Écoute, t'en as pas beaucoup des LeBron James, des Kevin Durant qui vont sortir, qui vont venir des Kobe, des Kevin Garnett. Je pense que Trae Young, c'est un bon joueur. Presque 30 points par match, c'est impressionnant. Des beaux 3 points du centre-ville, bien loin du centre-ville, mais encore une fois, c'est où les victoires? Puis des jeunes joueurs comme Cam Reddish, DeAndre Hunter, Collins, écoute, ça va prendre du temps. Puis je pense que tu as besoin des vétérans qui vont venir avec ces jeunes joueurs-là. On voit les noyaux qui sont jeunes,
Karl Anthony Towns, Andrew Wiggins, Jeff Teague. Ça n'a pas vraiment marché au Minnesota. Pas de série pour cette équipe-là. Fait que quand on est jeune, oui, c'est bon d'avoir des bons jeunes joueurs, mais ça prend des vétérans qui vont aider ces jeunes joueurs-là aussi. Fait que pour moi, les Hawks, on parlait des séries un petit peu. Même chose un peu comme les Bulls. On a Levine, Markkanen, Kobe White. C'est bien beau, ces jeunes joueurs-là, mais ils sont extrêmement, extrêmement jeunes. Ça prend du temps, ça prend des bons vétérans. C'est pour ça que Masai Ujiri a bien compris. On a vu des jeunes joueurs des Raptors, mais il y a un beau noyau de vétérans. Des gars comme Van Vliet, Siakam, ils ont appris par des gars comme Lowry, DeRozan, Gasol, Valanciunas, Ibaka. Fait que je pense que les Hawks d'Atlanta, ça va prendre encore du temps, mais quand on a une pièce comme Trae Young, on espère que ça va être un joueur qui peut vraiment commencer à gagner, pas juste être spectaculaire avec des statistiques. Bon, je répète également aux gens à la maison qui nous regardent via Facebook, sur la page Facebook du RDS.ca. Vous êtes environ 140 à nous regarder présentement. Pas beaucoup de questions, donc je vous mets au défi. Aux 140, peut-être que je vais le regretter dans 2 secondes, mais de nous poser au moins chacun une question. Tu dois répondre à chacune question. Vas-y. Ouais, pas de problème. Donc, Peter, parlons maintenant d'une transaction qui est survenue hier alors qu'on était en train de faire le match entre les Pacers et les Raptors de Toronto. Et ça va nous donner l'occasion de parler de la situation d'André Iguodala avec les Grizzlies de Memphis. Donc, hier, transaction. Le Heat de Miami qui met la main sur André Iguodala, Jay Crowder, Solomon Hill. Memphis met la main sur Justice Winslow, James Johnson, Dion Waiters. Et là, Gorgui Dieng, par la suite, s'en va aujourd'hui à Memphis en retour de James Johnson. Donc, on n'a vraiment pas de difficulté à faire des transactions à 2 équipes, ni à 3, ni à 4 dans la NBA. Une après l'autre aussi. James Johnson a pris ses bagages de Miami, est allé à Memphis, a regardé la ville, puis tout de suite après, il a été échangé à Minnesota. Donc, il n'a même pas eu le temps d'avoir son chandail et tout. Là. Mais c'est une super bonne transaction. Moi, hier, j'ai aimé l'idée de Peter qui disait Iguodala avec les Raptors. Ouais. Et qui nous lance ça à 30 secondes avant la fin. On appelle les wash bombs, mais ça, c'était une bombe de Peter Yiannopoulos. Puis pendant la pause, ça trottinait dans mon tête. Je dis, ça serait parfait. Tu as Norman Powell qui est blessé, OG Anunoby qui joue coup-ci coup-ça. Hier, encore 0 points dans le match contre les Pacers. Mais Iguodala, c'est un bon fit à Miami. Puis Miami devient encore plus difficile à battre. Et c'est pas la première équipe que je voudrais que les Raptors jouent contre dans les séries de l'Est. Ouais, et j'aimerais un peu, Peter, qu'on discute. Je sais qu'on l'a fait lors de notre avant-match hier. De la situation d'André Iguodala, finalement, avec les Grizzlies de Memphis. Unique. Ouais. Assez unique dans la NBA. Si on remonte à cet été, les Warriors de Golden State échangent donc André Iguodala aux Grizzlies de Memphis. Et là, par la suite, André dit « Parfait, moi, je ne veux pas jouer pour les Grizzlies ». Le problème, c'est que les Grizzlies ont refusé de racheter le contrat d'André Iguodala en disant « Parfait, tu mangeras du popcorn si tu veux, mais on ne rachète pas ton contrat. » Il n'était même pas avec l'équipe cette année, en plus. Exact. On l'a vu, je pense, dans les gradins à quelques occasions. Mais là, par la suite, Iggy a dit « Parfait, je vais vous donner quelques équipes. Moi, je voudrais aller là, là, là et là. » Les Grizzlies ont dit « Tu vas aller là où on veut que tu ailles. » Mais finalement... Tout ça pour dire que c'est une situation gagnant-gagnant pour moi. D'une part, Iggy se retrouve avec une formation qui est à égalité au 3e rang ou au 4e rang dans l'Est et se ramasse avec une formation qu'on ne voyait pas là. Honnêtement, je ne voyais pas le Heat de Miami présentement. Bon, on est... Laissez-moi regarder ça. On est au 4e rang à un match seulement des Celtics de Boston. Après 10 matchs, je me disais, le Heat... j'y crois pas vraiment. Exact. Après 20 matchs, je pense pas. Après 40, on commence à penser. Et là, après 50 matchs, force est d'admettre que c'est l'une des puissances dans l'Est. Exact. Et de se ramasser avec des joueurs de caractère comme Jimmy Butler, André Iguodala, il a vieilli, il a ralenti, mais il a 3 titres. Il est capable de te donner 15 à 20 minutes défensivement aussi. Mais ça commence avec un nom, puis Peter va être d'accord avec moi, c'est sûr, Pat Riley. C'est Pat Riley qui fait assembler tous ces joueurs-là ensemble. C'est lui qui a la culture gagnante, puis la culture que oui, c'est beau, Miami, il y a des palmiers, il y a South Beach, tout ça, mais tu viens ici, tu vas ici pour jouer, puis si tu n'es pas en forme, on va te mettre sur le banc, puis tu ne joueras pas. Parler à un certain Dion Waiters, qui est arrivé au début de l'année, qui n'était pas en forme, puis qui a été suspendu de l'équipe. On sait après la saga qui est arrivée là, dans l'avion avec son indigestion de bonbons, mais...
Pat Riley, c'est la pièce maîtresse du Heat, et aussi le coach Spoelstra qui a grandi dans cette formation-là. Il a commencé, c'est lui qui était le towel boy, donc il essuyait sur le plancher. Fait qu'il a grandi les échelons jusqu'à être entraîneur-chef de l'équipe avec qui il était depuis presque 15 ans. Et Peter, qu'est-ce que tu as pensé de ce que Dylan Brooks a mentionné, Ja Morant également sur Twitter? Essentiellement, les deux joueurs ont dit j'ai hâte qu'André Iguodala se fasse échanger parce que j'ai hâte de jouer contre lui pour lui montrer quel genre d'équipe on est. Est-ce que deux jeunes joueurs comme ça s'y sont pris de la bonne façon pour faire passer leur message? Écoute, les temps ont changé dans la NBA avec les réseaux sociaux. C'est clair que tout le monde a une opinion, puis là, tu n'as pas besoin d'être devant une caméra pour le dire. Tu peux le dire en tapant sur ton téléphone, sur ton ordinateur. Bref, écoute, moi, je pense que Iguodala, c'est une bonne addition pour le Heat de Miami. C'est quelqu'un, un joueur extrêmement polyvalent. On sait son parcours, un champion, un guerrier, 3 championnats avec les Warriors. Il était le joueur le plus utile en 2015. Je pense qu'il va amener un élément de champion, quelqu'un qui peut aider le jeune noyau du Heat de Miami, l'équipe la plus surprenante de la NBA, on le sait. Comment il va jouer à côté de Jimmy Butler, avec Dragic, avec Kendrick Nunn, Duncan Robinson. Fait écoute, je pense que pour lui, c'est quelque chose qu'il voulait. Il passait du temps à Miami. Là, il était avec sa famille, il a écrit un petit livre. Bref, c'est juste dans la NBA qu'on laisse les joueurs prendre un peu de repos comme ça. C'est correct. J'adore ce que les Grizzlies ont fait. Ils n'ont pas racheté le contrat. Écoute, là, il reçoit Justice Winslow. Est-ce que Winslow, c'est vraiment une pièce qui peut vraiment aider les Grizzlies dans la rotation? Un peu, oui. Je pense qu'il était un peu décevant jusqu'ici quand il est sorti de l'Université de Duke, qui était choisi 10e. Mais je pense que si on est les Grizzlies, on commence à voir des jeunes joueurs qui commencent à se transformer. Mais quand j'ai mentionné, les Grizzlies sont en 8e place cette année parce qu'ils ont des vétérans comme des joueurs comme Valanciunas, Crowder qu'on a échangé. Mais bref, je pense que si on est les Grizzlies, on a reçu de la jeunesse. Puis pour les Grizzlies, c'est pas gagner un championnat cette année ou l'année prochaine, c'est d'être vraiment compétitif dans 2-3 ans et espérer gagner un championnat. Fait que Brooks, écoute, pour lui, je suis content, un petit Canadien, un beau contrat, 35 millions pendant 3 ans. Mais écoute, Dylan, un peu de respect pour un gars comme Iguodala, c'est vraiment un OG, c'est vraiment un des grands champions de la NBA de cette génération. Il faut se calmer un petit peu avant que tu parles. Commence à gagner des matchs dans la série Dylan puis Ja, puis après on va t'écouter un peu plus. Puis un peu de respect pour les vieux comme Iguodala et pour des gars comme moi. Oui, papa. Messieurs, on a enfin des questions. Et bon, tout d'abord, j'aimerais qu'on discute brièvement. Andre Drummond, on en parle, j'ai l'impression, depuis plusieurs mois. Les Pistons voulaient échanger Drummond, qui gagne cette saison 27,5 millions de dollars. Le problème, c'est que les Pistons ont très peur de l'option qui appartient à Andre Drummond la saison prochaine d'une valeur de 28,5 millions de dollars. Vous allez me dire, en regardant ces statistiques, pourquoi on veut échanger Drummond? Défensivement, c'est plutôt compliqué. Beaucoup de rebonds également qui viennent du fait qu'il rate souvent la cible, ramasse vraiment ses propres rebonds. C'est un excellent joueur, Andre Drummond. Je lui enlève rien, mais on a pratiquement donné aujourd'hui Drummond qui passe, tenez-vous bien si vous n'êtes pas au courant. Il faut que je m'asseoir bien sur ma chaise pour ne pas tomber. Là. Et parce que clairement, lui est peut-être tombé en bas de sa chaise. Il sûr. passe des Pistons, équipe qui n'allait nulle part avec notamment la blessure de Blake Griffin, et s'en va jouer pour les Cavaliers de Cleveland, l'une des pires formations également de la NBA. Et il faut mentionner Kevin Love, Tristan Thompson n'ont pas été échangés jusqu'à présent. Là, c'est quoi? On est rendu à un ménage à 3 à Cleveland. Drummond qui a dit qu'il voulait aller jouer pour une équipe gagnante s'en va jouer pour les pauvres Cavaliers que d'après les après-saisons de LeBron, on n'a jamais été en série. Catégorie pire échange ever, c'est l'échange de Drummond aux Pistons. Donc, il passe justement aux Cavaliers en retour de Brandon Knight. Quand même pas mauvais. John Henson et un choix de 2e ronde. C'est rien. Là. On donnait absolument rien pour Andre Drummond. Et on a plusieurs questions, dont Elias Ademic. Il dit « Je suis surpris de voir que Kevin Love est encore du côté des Cavaliers parce que clairement, il ne voulait plus jouer là. Il l'a montré à de nombreuses reprises. Et on a également la question de Jean-Philippe Daigle. Les Cavaliers vont chercher Drummond sans laisser aller ni Love ni Thompson. Pourquoi, Peter? Mais écoute, le marché pour Andre Drummond, mes sources puis les contacts que je parlais dans les 48 dernières heures, il n'était pas vraiment chaud.
Mais pourquoi? Je veux dire, c'est Drummond. Oui, écoute, c'est un bon joueur, mais ça va être un joueur sans restriction, un agent libre. Fait que tu vas donner un choix de premier rond pour avoir Drummond pendant 2 mois, puis peut-être qu'il ne va pas re-signer avec ton équipe. Ah, c'est sûr. Je pense pas les grandes équipes voulaient faire ça. Là, écoute, je dois comprendre pourquoi Cleveland voudrait un Andre Drummond. Est-ce qu'il y a une promesse avec son agent que, écoute, on va se libérer de Thompson et de Love à la fin de l'année, on va faire des échanges, mais c'est lui qu'on veut qu'il soit le joueur numéro 1 pour le futur, pour Cleveland. Écoute, je pense que les Pistons, ils savaient que Drummond n'aurait pas re-signé. Je pense que les Pistons, ça n'a pas bien marché avec Blake Griffin et Drummond. C'est un gars qui montre encore une fois des belles statistiques dans la saison régulière, mais sont où les statistiques, sont où les victoires dans les séries. Fait que je pense que s'il y avait un plus grand marché pour Drummond, il aurait parti dans une équipe compétitive comme les Rockets, comme les Clippers, les Lakers, peut-être même les Bucks. Mais pour moi, écoute, les Cavaliers, je comprends pas vraiment la vision long terme, mais c'est eux autres qui vont nous décrire c'est quoi leur vision, pas seulement dans les 2 prochains mois, mais pendant l'été. Fait qu'on va voir qu'est-ce qui va dérouler avec cet alignement. Mais un peu surpris que Drummond part à une équipe qui va pas faire les séries avec les Cavaliers de Cleveland. Je sais qu'il y avait des pourparlers pour que Drummond aille à Houston. Depuis on s'était libéré de la masse salariale. Oui, c'était juste 12 millions, mais moi, j'étais sûr qu'Andre Drummond s'en allait à Houston. C'est pas arrivé. Mais de l'autre côté, moi, ma deuxième chose que je pensais, c'est que Kevin Love s'en allait à Portland pour aider Portland à faire les séries cette année. Mais il s'est rien passé de ça. Donc, je sais vraiment pas c'est quoi le plan pour Cleveland. T'as 2 joueurs de pivot, Thompson et Love, qui chialent du fait que Colin Sexton, le meneur de jeu, leur donne jamais la balle. Puis là, tu rajoutes un Andre Drummond que lui veut la balle encore une fois en dessous du panier. Je sais pas comment la cohésion va arriver. Je sais pas comment le gâteau va lever à Cleveland, Alex. Mais tu parlais aussi des Rockets de Houston. Si on décide d'échanger Clint Capella en disant là, maintenant, on veut jouer du small ball et que tu vas chercher Andre Drummond. C'est sûr. Mais je pensais que tu t'améliorais avec une option que Clint Capella, oui, était capable de courir, finir les alley-oops, mais tu as Andre Drummond que lui est capable d'aller chercher des fautes sur l'adversaire parce que tu es capable de, si tu n'as pas le 3 points, de la donner à l'intérieur pour que Drummond réussisse le N1. La seule chose de Drummond, son handicap, c'est qu'il ralentit, puis oui, il va au lancer franc souvent, mais il n'y a pas un bon pourcentage de tirs au lancer franc. Fait on peut le catégoriser dans un old school big man, comme on dit. Mais moi, ma plus grosse crainte, c'est que Cleveland, je ne sais pas comment ils vont faire avec ces 3 joueurs-là. D'ailleurs, Peter, Jean-René La Rochelle peut remarquer, ce n'est pas la plus belle photo de Peter Yiannopoulos. Écoute bien, Jean-René, Peter est toujours beau. Peter est une légende, peu importe la photo qu'on prend. C'est sûr qu'en ce moment, il est bien habillé. On l'a au téléphone, mais je suis sûr qu'il est bien habillé avec le 3-piece suit, le pocket square, tout. C'est certain. William Julien, Peter demande, mes Celtics sont inactifs. Est-ce qu'ils devraient être déçus, à ton avis? Ben écoute, on savait que Danny Ainge, c'est un directeur général qui n'a pas peur de transiger. Il veut amener un autre championnat avec les Celtics. Il voulait Anthony Davis pendant des années, ça n'a pas produit. Là, un bon petit noyau sur le périmètre. Kemba Walker, Jaylen Brown, Gordon Hayward, Tatum. Mais à l'intérieur, tu n'as pas vraiment un joueur dominant qui peut jouer contre les grands joueurs dans l'Est. Bam Adebayo, Joel Embiid, Ibaka et Gasol. Fait que je pense que Danny Ainge voulait potentiellement améliorer son club, mais il voulait pas vraiment donner des joueurs comme Smart puis les joueurs comme j'ai mentionné. Mais il faut mentionner, avec Cleveland présentement, avec Thompson, Love et Drummond, potentiellement qu'on va racheter le contrat de Tristan Thompson, les Cavaliers, et potentiellement que quelqu'un d'autre va pouvoir offrir un contrat à Tristan ou peut-être même Kevin Love. Fait que s'il y a des joueurs qui se font racheter leur contrat d'ici la fin de la saison, je pense que Danny Ainge va être prêt parce qu'avec Kanter puis Daniel Theis, c'est des bons petits joueurs qui donnent 100%, mais est-ce que les Celtics, avec ces 2 joueurs à l'intérieur, sont prêts à vraiment compétitionner et rivaliser avec les Bucks, les Raptors et le Heat? Je penserais que non, mais ça reste à suivre. Il y a encore des développements qui vont se produire. Peter, j'aimerais avoir ton opinion sur une dernière transaction avant de te laisser aller. On va pouvoir accueillir également William Archambault par la suite.
grosse prise pour les Clippers de Los Angeles. On en parle depuis longtemps. Je sais que Max, tu aurais aimé le voir avec les Raptors de Toronto. Ça aurait été un bon fit, je crois. Marcus Morris, donc, passe des Knicks de New York. On sait, il avait été membre des Spurs de San Antonio pendant une journée, a décidé de ne pas signer avec les Spurs finalement. Signe un contrat d'1 an, 15 millions de dollars avec les Knicks de New York. Et là, connaît essentiellement la meilleure saison de sa carrière. Dans les 2-3 premiers mois de la saison, tiré à 47 à 3 points. Ouais. Et là, finalement, il y a plusieurs équipes qui s'intéressaient. Et avant la date butoir, donc de 15 h aujourd'hui, les Lakers et les Clippers y allaient d'une surenchère. Pourquoi? Oui, parce qu'on veut avoir un gars comme Morris, évidemment, dans la formation, mais surtout pour éviter que l'autre équipe ait la chance de mettre la main sur Marcus Morris. Donc, c'est une transaction à 3 équipes avec les Clippers, les Knicks et les Wizards. Marcus Morris, Isaiah Thomas, donc passe aux Clippers. Jerome Robinson avec les Wizards. Mo Harkless, un choix de première ronde en 2020, passe aux Knicks de New York. Écoute, on a signé un gars qui était notre option, pas A, pas B, peut-être option Z, à 15 millions en Marcus Morris. Et on a réussi à obtenir un choix de première ronde en retour. Essentiellement, Morris servait un peu à rien avec les Knicks parce qu'on perdait. On était 14e hier. Donc là, on se retrouve avec un choix de première ronde gratuit. Ça va être un choix dans les 25-30e parce que les Clippers vont se rendre loin dans les séries. Là, sauf que je te rappellerai que Pascal Siakam aussi, on peut être chanceux. Oui, on peut être chanceux. Les Spurs l'ont fait pendant des années et années, mais c'est sûr que ça n'a pas la même valeur qu'un top 10, mettons, qu'un 25e ou 26e. Mais sait-on jamais. Peter, qu'est-ce que tu penses de cette transaction et de l'ajout aussi de Marcus Morris avec les Clippers? Quelle position, quel sera son rôle à ton avis? Bien, les Clippers, quand on a signé Kawhi Leonard et après on a échangé pour Paul George, on a donné toute l'équipe, tous les choix de première ronde qu'on avait. C'est clair que la fenêtre pour gagner un championnat, c'est maintenant. C'est pas dans 2-3 ans. Fait que pour moi, avoir une addition d'aller chercher un Marcus Morris, ça fait extrêmement du sens du côté que c'est un vétéran. C'est un joueur qui joue avec la robustesse, c'est un joueur physique et c'est un joueur, un des meilleurs français de la NBA cette année, presque 45 avec de 3 points. Fait que t'amènes un gars comme ça de jouer à côté de Paul George, de Kawhi Leonard, avec Lou Williams, Montrezl Harrell, là t'as Beverly, t'as Zubac. La profondeur est mieux, est encore meilleure qu'elle était hier si on est les Clippers, si on est Doc Rivers, si on est Lawrence Frank et Jerry West. Fait que les Clippers, le mandat, c'est clair. C'est de battre les Lakers dans l'Ouest et gagner le championnat cette année. Fait que, ajouter un joueur comme Morris, je l'adore. C'est quelqu'un que potentiellement, il aidera n'importe quelle équipe, les Raptors aussi, mais Los Angeles, Clippers, Morris, c'est un gars qui a joué à Kansas. Je pense qu'il a l'expérience. Je pense que les Knicks ils ont bien fait parce que c'est un agent libre l'année prochaine. Est-ce que Morris va accepter son rôle? Parce qu'avec les Knicks, il lançait 20-21 fois par match. Là, à côté de Paul George, puis Kawhi Leonard, puis Lou Williams. Écoute, pas sûr qu'il va avoir autant d'opportunités de lancer le ballon, mais je pense qu'il va jouer à la position de 4 à côté de Leonard, entre Zubac ou Montrezl Harrell. Fait que pour moi, excellent travail des Clippers. Et les Knicks, c'est clair, les vétérans veulent pas aller jouer à New York. Mais bref, ils ont changé de président. Aujourd'hui, Leon Rose, un ancien agent, quelqu'un qui a beaucoup d'influence avec les joueurs. Fait que potentiellement, ça va changer. Mais les 10 dernières années, aucun joueur dominant la NBA voulait jouer à New York. Fait qu'on doit reconstruire avec le repêchage et les jeunes joueurs. Fait que bravo aux deux équipes. Isaiah Thomas, peut-être il va être dans une équipe gagnante. Le pauvre qui était le meilleur joueur des Celtics, puis là, il y a eu plein de problèmes les 2-3 dernières années. Il a perdu tellement d'argent. Mais avec les Wizards. Contre les Lakers, ça va être Hollywood, ça c'est clair. Ah oui, ça va être le fun à regarder. Ouais, passe des Wizards aux Clippers, donc vraiment pour Isaiah Thomas. Vraiment une bonne transaction. Peter Yiannopoulos, encore une fois, merci beaucoup pour ton temps et on se revoit prochainement dans un de nos rendez-vous du basketball de la NBA sur les ondes de RDS. Merci les gars. Oui, salut Peter. Max, si on parlait maintenant des Lakers de Los Angeles, on voulait aller chercher Marcus Morris. Les Lakers. Et là, on a une question de Ralph Jacques. Est-ce que les Lakers ont encore des chances de gagner l'Ouest avec l'ajout de Morris côté des Clippers? Je crois que oui, parce que Morris, comme Peter l'a dit, là, il s'en vient dans un rôle totalement différent. Là. Ça va être un joueur qui va être reconnu pour jouer défensivement contre Anthony Davis et essayer de
fauter Anthony Davis puis jouer de la bonne défense physique. C'est un joueur physique aussi, là, qui n'a pas peur de mettre son nez dans le terrain. Mais je crois encore aux Lakers, tout simplement sur le fait que tu as LeBron James, qui est le meilleur joueur de la Ligue. Sauf que dans une série 4-7 contre les Clippers, ça risque d'être extrêmement serré et aller en 7. J'aurais aimé pour les Lakers qu'on aille chercher un meneur de jeu, un gars comme Dennis Schroeder, qu'on parlait du Thunder d'Oklahoma City. Je sais qu'on était, beaucoup de gens, je pense, beaucoup d'autres équipes voulaient aller chercher un Kyle Kuzma. Peut-être que le prix n'était pas assez haut pour que les Lakers l'échangent. Oui, parce que du côté des Lakers, dans une transaction pour Marcus Morris, les Knicks demandaient Kyle Kuzma. Exact. Donc on a vu que, oui, tu disais qu'il y avait une surenchère, mais à la toute fin, on a décidé de se retirer, puis on a dit on va aller avec le noyau qu'on a en ce moment, qui est un excellent noyau. Là. Les Lakers sont premiers dans l'Ouest. Mais, comme je te dis, les Clippers traînent la patte un peu, mais tu as eu des blessures à Paul George, des blessures à Leonard. Ces joueurs-là n'ont pas joué les 5 joueurs ensemble, le 5 partant avec les 2 réservistes, Lou Williams et Montrezl Harrell. Mais j'ai tellement hâte là, que ça soit une finale conférence de l'Ouest, Clippers-Lakers. Ça va être Hollywood. Je vais me rasseoir, manger le popcorn ou écouter ou décrire le match à RDS. Mais ça risque d'être une des meilleures séries qu'on va se rappeler. Là. Des séries comme dans le temps, Sacramento Lakers, Portland contre les Lakers. Ça risque d'être un choc de titans. Et avant d'aller à William Archambault, quelques transactions également, dont une entre les Hawks d'Atlanta et les Kings de Sacramento. Dwayne Dedmon donc passe retourne à la maison. Retourne à la maison des Kings aux Hawks avec 2 choix de deuxième ronde. Le retour de Jabari Parker. Souvenez-vous, Wiggins ou Parker. D'ailleurs, Andrew Wiggins a été échangé plus tôt aujourd'hui. On aura la chance d'en reparler. Et Alex Land, l'ancien de l'Université Maryland. Oui, joueur de 7 pieds. Un bon jeune joueur qui était à Phoenix, qui a eu beaucoup de la misère dans le système de Phoenix. Jouait à Atlanta un peu, a eu des blessures. Et maintenant, ça va à Sacramento. Mais Sacramento, on a signé Dwayne Dedmon cet été. Ça a été épouvantable. Il a eu une super bonne saison l'année passée. Là. Une saison correcte, OK? Pour un joueur de son talent, je te dirais, à 12 points par match, tout ça. Mais ça va à Sacramento. Il est passé à la caisse, mais... Il a passé à la caisse, il a été content. Il est allé chercher son chèque. Maintenant, il était sur la côte ouest. Mais écoute, cette année, là, c'est une année désastreuse. Là. A clairement dit à son coach Luke Walton, je veux plus jouer ici. Échange à son GM Vlade Divac, l'ancien Vlade Divac. Échange-moi, je veux pas rester ici. Échanger contre Kobe Bryant. Oui, exactement. Bon, puisque tu as la camisole. Mais écoute, Dedmon est passé du joueur de centre partant des Kings au joueur de centre substitut des Kings, au joueur qui a demandé une transaction. Oui, exactement. Donc, ça vous donne une idée à quel point ça a été compliqué pour lui. Il retourne à Atlanta. Donc, Atlanta, maintenant, n'a rien perdu parce qu'on l'a laissé aller. Il était libre comme l'air l'été passé. Puis après ça, on est allé le rechercher. Puis ça va être un bon ajout, mais ça va être une bataille entre lui et Clint Capella, là, à savoir qui va prendre le plus de minutes pour le joueur pivot numéro 5. Oui, donc c'est vraiment à surveiller et on rejoint sans plus tarder au téléphone notre ami et collègue William Archambault. Bonjour William. Salut Alex. William, parle-moi un peu de comment tu as vécu cette date butoir des transactions. Est-ce que tu étais comme nous à rafraîchir ton fil Twitter à chaque 2 secondes? Je l'étais quand je n'étais pas en meeting avec des clients ou en train de manger un lunch d'affaires. Mais je te dirais, quand j'ai vu l'échange de Andrew Wiggins contre D'Lo, ça m'a fait un choc. Mais on devait s'en attendre. Hein? Tu sais, les Timberwolves, ça fait quand même des années qu'ils veulent aller chercher D'Angelo Russell. Puis ils ont eu une belle opportunité. Wiggins, ça marchait un peu moins du côté de Minnesota. Puis finalement, D'Lo s'est réuni avec Karl Anthony Towns, qui est un de ses bons buddies. Hein? Donc, tu parles justement de cette transaction entre les Warriors et les Timberwolves. Donc, Minnesota reçoit D'Angelo Russell, Jacob Evans, Omari Spellman et les Warriors de Golden State mettent la main sur Andrew Wiggins. Et l'avenue d'Andrew Wiggins, on en a parlé hors d'onde, ce sera vraiment une bonne acquisition, j'ai l'impression, surtout l'an prochain, lorsque tout le monde va revenir en santé. On reçoit un choix de première ronde protégé du top 3. Donc, si c'est dans les 3 premiers, ça passe à l'année suivante, ainsi qu'un choix de deuxième ronde.
Et avec tout ce qu'on a fait également, autre transaction pour les Warriors, on a laissé aller Alec Burks, Glenn Robinson III, et les deux joueurs faisaient très bien. Burks était un candidat peut-être à être 6e homme de l'année dans la NBA, près de 16 points par rencontre, 17 points par match pour Glenn Robinson. Mais là, ce qu'il faut dire, c'est pourquoi on fait tout ça. Il faut s'arrêter, c'est sûr, mais ces deux joueurs-là, c'est à cause que Steph Curry n'est pas là et Klay Thompson n'est pas là. C'est sûr qu'ils ont boosté leurs statistiques cette année, puis c'est une bonne monnaie d'échange, puis on est allé chercher d'autres choix au repêchage. 3 choix de deuxième ronde. Et le pire dans tout ça, c'est que Golden State, cette année, va sûrement rester dans les bas-fonds et on risque de peut-être gagner la loterie et avoir un des top 5. Ça va être fou là, pour les Warriors. L'option 3 là, de Wiggins en troisième option, c'est la meilleure troisième option de la NBA là, avec le line-up de Curry, Thompson, Wiggins et Draymond Green aussi en 5. Est-ce qu'il faut dire, c'est avec toutes ces transactions-là, en plus, les Warriors de Golden State passent sous la limite pour la taxe de luxe. On sait, et l'an prochain, ce qui est très important, ils ne seront pas des récidivistes de la taxe de luxe. Ce que ça veut dire, lorsque tu es récidiviste, donc lorsque tu dépasses cette fameuse taxe pendant plus d'une saison, chaque dollar duquel tu dépasses, la taxe de luxe était de 132 millions. Si tu dépasses de 5 millions, par exemple, de 0 à 5 millions, tu donnes 1,75 $ par dollar que tu dépasses. Et si tu es un récidiviste, là, on rajoute un autre dollar. Je comprends que les propriétaires sont milliardaires, là, mais de donner comme ça des dizaines de millions de dollars pour rien, là, je connais aucun homme d'affaires, et William, tu en es un, je connais aucun homme d'affaires qui aimerait donner des millions de dollars comme ça. Il faudrait dire que William a des millions dans ses poches. Peut-être. Il y a une raison pourquoi ils sont devenus riches. Hein? C'est parce qu'ils ont été quand même très bons avec leur argent. Fait que je pense pas qu'ils veulent laisser aller des millions de dollars comme tu mentionnes. Mais pour revenir rapidement à l'échange d'Andrew Wiggins, pour vrai, là, moi je crois que c'est un excellent échange pour les Warriors. Je l'ai tweeté tantôt, là, mais on aurait pu perdre Kevin Durant pour rien. Okay, on est allé chercher D'Angelo Russell pour une situation exactement comme ça, pour aller chercher un actif. Quelqu'un qu'on pourrait rejoindre ou mettre avec Klay Thompson et Steph Curry. Là, ça donne que Steph Curry joue pas. Puis Klay Thompson joue pas. Puis on n'a plus personne dans l'équipe. Fait que, tu sais, comme vous mentionnez tantôt, là, parce que les Warriors ont fini probablement dans le top 5 dans le repêchage. On va chercher un bon talent, que ce soit un guard ou un centre. Peut-être qu'on a besoin de ça. Puis en plus, on a un Andrew Wiggins. Worst case, là, on est dans une situation comme on était en 2015, je pense, quand Harrison Barnes était là. Je pense que Wiggins est un petit peu meilleur que Barnes. Je sais, il est meilleur, mais la seule affaire que je suis en train de dire, c'est worst case. Si jamais ça marche pas, là, ça ressemble à ça. Fait que c'est quand même pas pire. Est-ce que la venue de Wiggins, William, avec les Warriors, t'inquiète? En ce sens que ça n'a pas bien été avec Jimmy Butler. Comment ça va aller avec Draymond Green lorsque Wiggins va s'amener dans le vestiaire ou en entraînement avec son attitude qui vient avec? Comment tu t'attends à voir cette relation-là, peut-être, entre Draymond Green et Andrew Wiggins? Est-ce que tu sens que c'est un joueur qui est plus mature qu'il y a un an, même, avec Jimmy Butler? Mais, premièrement, je pense que ça va passer à travers Steph pour commencer, parce que c'est lui le leader de l'équipe. C'est sûr que c'est pas un gars qui est aussi vocal et aussi imposant qu'un gars comme Draymond Green. Mais Steph, c'est le genre de gars qui demande du respect. Puis les joueurs veulent tous jouer extrêmement bien quand ils jouent avec Steph Curry. Parce que Steph, lui, de l'autre côté, à chaque joueur qui va jouer avec lui, il les rend meilleur. À chaque fois qu'il est sur le terrain. Donc, c'est sûr qu'Andrew Wiggins, s'il écoute ce que Steph dit, s'il suit le programme des Warriors, ben c'est sûr et certain qu'il va jouer à un niveau qui va être exponentiel. Parce que regarde, tu regardes un gars comme Draymond Green, tu mets sur une autre équipe, là, c'est pas Draymond Green que tu as eu l'année passée. Tu le regardes cette année, il est vraiment pas au niveau qu'il était l'an dernier quand Steph Curry était là. Donc, lui, c'est sûr et certain qu'il faut que ça passe à travers Steph Curry pour commencer. Si ça marche pas, puis si Andrew Wiggins fait ses petites affaires, puis il commence à dribbler comme il fait en ce moment, puis il joue pas de la défensive, comme on va lui demander de jouer, bien là, c'est sûr et certain que tu vas avoir un certain Draymond Green avec son attitude qui va venir peut-être brasser à la cage, puis assez sec. William, également, j'aimerais avoir ton avis peut-être sur l'autre plus grosse transaction du côté des Pistons. Andre Drummond part des Pistons, s'en va du côté des Cavaliers. Qu'est-ce que tu penses et contre Brandon Knight, John Henson a un choix de deuxième ronde. Est-ce que tu sens, que le retour fait du sens, mais est-ce que cette transaction-là, ultimement, fait du sens? Bien, quand j'ai vu le tweet de M. Wojnarowski,
je me suis dit, OK, et il me semble qu'il manque quelque chose dans son tweet. Il y en a un deuxième qui s'en vient, ouais, c'est vrai. Ça, je pensais peut-être qu'il avait pesé sur le bouton envoyer trop rapidement. Il manquait peut-être de quoi. Puis finalement, non, il manque pas rien. Je comprends que Brandon Knight, il fait un gros salaire. Fait que là, on a pu le matcher avec le salaire de John Henson pour matcher avec Andre Drummond, mais Andre Drummond, c'est un bon joueur quand même. C'est un gros gabarit. Il peut aller chercher 20 rebonds par game, une couple de fois par année, même plus qu'une couple de fois par année. Il prend de l'espace, c'est athlétique, c'est dans son prime encore. Fait que je comprends vraiment pas ce qui s'est passé dans la tête du dirigeant des Pistons, mais du côté de Cleveland, pourquoi pas? On accumule des bons joueurs. On a encore Tristan Thompson qui est solide dans le poste, Kevin Love qui est bon offensivement. Ça va être bizarre quand même comme mix, Andre Drummond, Tristan Thompson puis Kevin Love ensemble, mais qu'est-ce que tu veux? Probablement, ce qui va se passer, c'est que Tristan Thompson va partir du banc, comme il l'a fait dans le passé, puis on va avoir Kevin Love puis Andre Drummond comme partant. Et ça, je voulais garder également du temps pour les Raptors de Toronto, peut-être en une dizaine de minutes. Il y a une raison pour laquelle j'ai mis ce chandail des Raptors et du championnat de la NBA, parce que pour moi, ce championnat des Raptors, oui, c'est gagné avec la transaction de DeMar DeRozan, Kawhi Leonard, mais c'est gagné également à la date butoir des transactions, alors que Masai Ujiri a laissé aller Valanciunas, Wright, CJ Miles également, pour aller chercher Marc Gasol. Et je le répète, chaque fois qu'on me pose la question, pour moi, sans Marc Gasol, les Raptors ne remportent pas le championnat de la NBA. Souvenez-vous, il a joué du bon basket contre Nikola Vucevic. Il l'a rendu complètement fou d'ailleurs du côté du Magic. Il a bien joué contre Embiid. Il a bien joué contre Antetokounmpo. Donc pour moi, c'était une des pièces maîtresses pour les Raptors de Toronto la saison dernière. Et hier, avant le match entre les Raptors et les Pacers, on s'est posé la question, que va faire Masai Ujiri? Et présentement, là, il est 15h41. Pour le moment, la réponse, c'est absolument rien. William, qu'est-ce que tu penses de l'inaction de Masai Ujiri? Est-ce qu'on aurait dû tenter de s'améliorer ou tu es confiant avec la formation actuelle des Raptors? Je pense pas qu'on aurait dû faire de quoi. Je pense que Masai a fait de la bonne affaire en gardant la majorité, en gardant ses joueurs. Peut-être que là, on va peut-être pouvoir aller chercher un joueur dans le buyout market. Dans quelques semaines. Peut-être avoir un bon joueur qui va se faire racheter par son équipe, qui va être capable d'aller le chercher. Peut-être même Darren Collison? Peut-être. Si jamais ça il tente d'aller jouer à Toronto où est-ce qu'il neige. Puis, non, mais il va faire chaud au mois de mars, mois d'avril. C'est moins peut-être. Quand tu as le choix entre les Lakers et les Clippers, ben là, c'est sûr que les Clippers sont allés chercher un autre meneur de jeu. Donc, probablement, ce qui va se passer, c'est que Darren Collison va choisir entre Toronto ou les Lakers. Puis, d'après moi, il va aller avec les Lakers. Ouais. C'est l'opportunité de jouer avec LeBron, de jouer avec Anthony Davis, ça va être beaucoup plus intéressant pour lui. Dans l'Est, on a quand même de la grosse compétition contre Giannis Antetokounmpo. Fait que, juste pour revenir à ta question par rapport aux Raptors, ben, on a la seule personne qu'on aurait pu vraiment échanger puis que les autres équipes voulaient aller peut-être chercher des Raptors, ben, c'est OG Anunoby. Puis on a peut-être regardé à l'échanger, mais OG, c'est quand même un jeune joueur talentueux. On a fait des games ensemble, Alex, puis OG, des fois, il nous fâche. Il nous fâche, là, puis... C'est tout un ou tout l'autre. Un peu comme hier. Oui, exact. C'est ça. Puis, sauf qu'il y a quand même encore beaucoup de talent. Il est encore très jeune. Ouais. C'est un bon joueur défensif. Donc, on veut pas l'échanger, puis l'échanger pour un joueur qui va rester là pendant un an de temps, qui est correct comme shooter, puis qui finalement va peut-être pas apporter autant qu'Anunoby va apporter. C'était pas comme un échange de comme tu mentionnais tantôt, Valanciunas contre Gasol. On le sait exactement ce qu'on va aller chercher en Gasol. On savait ce qu'on perdait avec Valanciunas. C'est un bon joueur offensif, mais qui avait aucune défensive qui nous apporter dans notre équipe. Tandis que Gasol, c'est un joueur qui peut nous apporter un peu d'offensive, peut tirer le 3 points, mais qui est excellent défensivement. Puis ce qu'on avait besoin, c'est un gars défensif qui pouvait arrêter un Joel Embiid, par exemple. C'est exactement ça qu'il a fait l'an dernier. Donc, cette année, je pense pas qu'il y avait un joueur en particulier qui pouvait aider notre équipe à passer au prochain niveau. On a une question de Jean-René Larochelle, c'est le même qui disait que Peter n'avait pas une belle photo dans notre Facebook Live. Soit, écoute, Will est toujours beau également avec sa photo, il n'y a pas de problème. Quel joueur aurait pu aider Toronto aujourd'hui après avoir vu les échanges faits? Pour moi... Marcus Morris, le premier nom qui me vient en tête. Mais le problème avec les transactions, souvent qu'on propose, les salaires doivent être à peu près égaux. Donc, si on va chercher un Marcus Morris à 15 millions, il n'y a pas de problème. Mais simplement pour se rendre à 15 millions du côté des Raptors, ça veut dire qu'on doit échanger au moins
Norman Powell. Est-ce que tu veux toucher à Van Vliet? Absolument pas. Serge Ibaka peut-être, mais avec le match qu'il y a eu hier, me semble peut-être pas l'échanger. Mais c'est sûr que tu peux pas juste aller chercher des joueurs puis accumuler puis payer une taxe de luxe. Mais du côté de Messer, moi, qu'est-ce que j'aime, c'est qu'il donne un gros vote de confiance à ces jeunes joueurs, au Terrence Davis III, Rondé Hollis-Jefferson, Malcolm Miller, Chris Boucher. Donc, je pense que Messer a dit on va aller avec vous cette année. Si on se rend loin dans les séries, vous allez gagner de l'expérience. Puis, je ne vais pas massacrer mon futur pour juste peut-être me rendre en finale de l'Est cette année. Moi, un joueur que j'aurais aimé voir, c'est Derrick Rose. Je m'explique encore mal pourquoi. Bon, Rose est avec les Pistons et qu'il n'a pas été échangé. Souvent blessé, je comprends. Mais avec son salaire de 7,5 millions de dollars, encore signé pour la prochaine saison, se rendre à 7,5 millions de dollars, c'est pas difficile. C'est Mecca à 4 millions, c'est Stanley Johnson à 3,6. Oui, ça va coûter peut-être un choix de première ronde. Mais il faut que l'autre équipe aussi accepte ces joueurs-là. Non, exact. C'est pas juste échanger de l'argent pour échanger de l'argent. Non, je comprends. Sauf que est-ce que les Pistons représentent une bonne équipe? Non. Est-ce qu'ils vont être meilleurs sans Andre Drummond? Non. Alors pourquoi tu ne tentes pas d'échanger Rose? Peut-être contre justement ces deux joueurs-là. Sûrement un choix de première ronde. Des choix de repêchage aussi. Oui, exact. On sait que les choix de repêchage des Raptors, là, ça va finir à la fin de la première ronde. Souvent, ce qui arrive, c'est que le talent de première ronde, en fin de première ronde, ça ne veut rien garantir. Ça ne veut pas dire que tu vas pogner un bon joueur. Fait que, tu regardes, par exemple, avec Messiah Ujiri, lui, là, quand il y a des directeurs gérants qui disent « Hey, je vais t'échanger mon choix de première ronde », puis il montre ça dans son visage, il dit « Hey, je veux rien savoir de ton choix de première ronde. Moi, je suis capable d'aller chercher des gars comme Terrence Davis qui n'ont pas été repêchés, des Chris Boucher qui ont été... oublié. Fait que, tu sais, lui, là, souvent, c'est ça qui arrive. Les choix de première ronde, c'est pas si intéressant que ça. Mais, tu sais, pour revenir avec Derrick Rose, ça a été très, très cool d'aller le chercher. C'est un gars qui joue extrêmement bien en ce moment. Mais je pense qu'il rapporte quand même de quoi pour les Pistons. C'est un gars qui est quand même encore explosif. Il est intéressant. Les partisans l'aiment. On ne veut pas complètement détruire notre équipe, la mettre à zéro. Elle veut quand même vendre des billets. Là. Je pense pas que Pistons, ça leur tentait de faire ça. Je comprends qu'ils ont échangé Drummond. Là. Mais d'un autre côté, puis Derrick Rose, ça ne tentait pas de se faire échanger. Il a même mentionné qu'il peut rester avec les Pistons. William, tu parles d'Andre Drummond. Sur Twitter, il vient de réagir à la transaction. Il dit, et je traduis de façon libre, là, s'il y a une chose que j'ai appris de la NBA, c'est qu'il n'y a pas d'amis, pas de loyauté également. J'ai donné mon corps et mon âme aux Pistons de Détroit. Et d'avoir été échangé sans même qu'on m'en glisse un mot, pour moi, ça me fait réaliser à quel point c'est simplement une business, la NBA. Je t'aime, la ville de Détroit. C'est ainsi qu'il termine son tweet. Donc, Drummond a pris ça probablement comme nous sur Twitter. Il n'y a personne qui lui a dit qu'il avait été échangé. En même temps, on entend parler de Drummond depuis des semaines et des semaines. C'est sûr que peut-être personne de l'organisation y en a parlé, mais aussitôt que tu allumes la télé aux États-Unis, son nom était mentionné dans les échanges, dans les pourparlers. Donc, mais c'est peut-être la façon qu'on s'y est pris, là, que Drummond a un sentiment de remords contre eux. Mais moi, je pense que c'est normal. Exactement. Ça fait longtemps qu'il est à Détroit. C'est sûr que tu veux... il arrive de UConn, qui est un super bon programme dans la NCAA. Ça a été un gagnant toute sa vie. Tu arrives à Détroit, puis là, le niveau de calibre est plus haut. Puis tu regardes à gauche puis à droite, puis là, OK, Blake Griffin est arrivé. Mais Blake Griffin se blesse au fur et à mesure tout le temps. Donc, c'est sûr qu'il n'a pas gagné. Puis là, il ne s'en va pas dans une situation gagnante non plus. Donc, les Raptors de Toronto, on vous rappelle, maintenant 15h48, n'ont pas conclu de transaction. Peut-être que ce sera le cas, peut-être qu'on va l'apprendre dans les prochaines minutes. Chose certaine, les Raptors de Toronto, avec la meilleure fiche après 51 matchs de leur histoire, et ce, sans Kawhi Leonard, avec un nombre incalculable de blessures. Pour vous, peut-être à commencer avec William, est-ce que tu crois que les Raptors de Toronto, est-ce que tu es confiant en ce qui a trait aux Raptors de Toronto pour le reste de la saison et pour les séries éliminatoires également? Est-ce que tu as peut-être un doute en ce qui a trait aux éliminatoires ou tu penses que les Raptors ont tout ce qu'il faut pour peut-être même se rendre en finale à nouveau? Bien, quand tu es rendu en série éliminatoire, c'est vraiment, ça dépend du match-up que tu vas avoir. Fait qu'on peut pas vraiment parler de ça, mais on va dire qu'on a quand même des match-ups favorables. Je pense que les Raptors peuvent se rendre quand même assez profondément dans les séries, à voir comment ils vont être capables de se battre contre Giannis Antetokounmpo et compagnie. Mais je pense qu'ils ont quand même les bonnes pièces pour marquer Giannis.
et potentiellement se rendre en finale. Les Raptors jouent extrêmement bien en ce moment. C'est une des meilleures équipes dans la Ligue. Ibaka, Siakam, Larry, Gasol et compagnie, ils ont de l'expérience en série éliminatoire. Ils performent extrêmement bien en fin de saison. Donc, il ne faut vraiment pas oublier les Raptors rendus là. Pour ce qui est de leur performance pour le reste de la saison, ça peut pas être mieux que qu'est-ce qu'ils font là en ce moment. 12 victoires d'affilée, là, c'est la meilleure. C'est la meilleure séquence de l'histoire des Raptors. Donc, ça se peut qu'on en perde 1, 2, 3 qui sont pas si bonnes que ça. Mais quand tu regardes ce qu'ils font depuis le dernier mois, là, c'est juste remarquable. Mais si on vient d'apprendre, les Lakers de Los Angeles vont voir ce que J.R. Smith a dans le ventre. Donc, peut-être que J.R. Smith va se joindre aux Lakers. Est-ce qu'on est rendu là? Est-ce que oui, on a besoin d'un fois entre LeBron et J.R. son fameux tir de 3 points. Mais pour que les Lakers donnent une chance à J.R. Smith, LeBron James est d'accord avec ça, assurément. Mais là, on a échoué en tentant de faire une acquisition de Marcus Morris. On s'est fait damer le pion par les Clippers. Et là, J.R. Smith, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il peut vraiment aider cette équipe-là? Bon, premièrement, on va pas s'emballer trop vite. C'est juste un entraînement, voir c'est quoi sa condition physique. Mais clairement, on a besoin d'un shooting guard. C'est sûr, mais on n'a pas entendu parler de J.R. Smith toute l'année. Donc, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait. C'est peut-être une bonne nouvelle. Peut-être. Finalement. Mais peut-être aussi qu'il s'est assis sur son sofa puis mangé des chips puis qu'il est rendu 300 livres aussi. Moi, j'ai vu quand même des vidéos de lui là, sur Instagram puis Twitter. Puis il s'entraîne depuis ce temps-là. Depuis l'an dernier. Par contre, on parle quand même de J.R. Smith. Là. C'est pas le meilleur joueur au monde puis le joueur le plus stable. Par contre, on a besoin de francs-tireurs alentour de LeBron James, alentour d'Anthony Davis. Puis on le sait que, je ne dis pas que c'est le meilleur tireur de 3 points, mais quand J.R. Smith il est hot, il est hot. Il est comme un micro-ondes. Il se réchauffe extrêmement vite. Donc, ça peut être une belle signature du côté des Lakers. Moi, je préférais assurément signer Darren Collison. Dennis Schroeder aussi, ça aurait été mon option numéro 1. Mais Darren Collison, c'est un autre type d'option parce que c'est un joueur qu'on peut buy out, là, qui va sûrement se faire acheter par son équipe. Mais en ce moment, si tu vas sur ESPN puis tu fais Depth Chart, tu regardes les Lakers, à côté de PG, qui est meneur de jeu, c'est LeBron James qui est marqué. Donc, c'est un meneur de jeu qui est le meilleur joueur de la Ligue. Donc, c'est sûr que ça aurait aidé un Schroeder en peut-être deuxième option, tout ça. Mais un Darren Collison aussi peut aider à monter la balle parce que c'est un joueur extrêmement rapide. Le seul problème avec Schroeder, par exemple, c'est qu'on ne voulait pas l'échanger. OKC joue extrêmement bien en ce moment. C'est la raison pourquoi on n'a pas voulu faire d'échange aujourd'hui. Là. On aurait pu juste dire, regarde, on liquide. Là. Même si on a une bonne saison en ce moment, on va finir 8, 7e ou 6e, peu importe. Puis on va pas avoir de chance contre, on va dire, les Lakers ou les Clippers, même si on a quand même très bien joué contre eux autres cette année. On aurait pu juste dire, on liquide tout. On garde Shai Gilgeous-Alexander. On a des choix de premier round pour les prochaines années. Notre futur, il est vraiment bright. Par contre, là, on s'est dit, on regarde tout. On va voir ce qu'on peut faire. Puis on ne sait jamais l'année prochaine. Peut-être qu'on va être capable d'aller d'attirer peut-être un joueur de calibre ou échanger nos choix puis aller chercher des bons joueurs. Puis tu sais, on a des bons jeunes joueurs chez OKC. Puis Schroeder, c'en est un. Luguentz-Dort également, qui s'en vient. Luguentz-Dort qui a peut-être trouvé sa niche là, comme partant maintenant, puis joueur défensif. Donc, c'est sûr que moi, j'aurais peut-être vu un Gallinari aussi aider les Raptors, mais Gallinari a un gros salaire, puis c'est sûr que si tu vas chercher quelque chose, il faut que tu donnes quelque chose en retour. Oui, puis hier, on parlait justement Gallinari peut-être au Heat de Miami dans une transaction à 3 équipes. Cette transaction-là n'a pas fonctionné finalement dans la fameuse transaction entre les Heat et les Grizzlies. OKC serait arrivé comme 3e formation. Messieurs, il reste vraiment pas beaucoup de temps. J'aimerais peut-être donner 2 autres transactions. Houston, donc, reçoit Bruno Caboclo, choix de première ronde des Raptors de Toronto en 2014. L'homme qui était à 2 ans d'être à 2 ans dans la NBA. Ça fait maintenant quand même 6 saisons qu'il dispute. Il a quand même bien joué l'an passé, mais encore une fois, cette année, ennuyé par les blessures. Ça va pas très bien pour Bruno Caboclo. Jordan Bell et un choix de 2e ronde passe aux Grizzlies. Donc Caboclo, choix de 2e ronde contre Jordan Bell, un choix de 2e ronde. Autre transaction entre les Clippers qui reçoivent de l'argent en retour de Derek Walton Jr. Essentiellement, on voulait libérer une place dans la formation. En terminant, messieurs, j'aimerais avoir peut-être vos gagnants et vos perdants de la date butoir des transactions 2020. Vas-y, Will. Bon,
correct, mais allez. Moi, je te dirais qu'un des gagnants, c'est D'Angelo Russell. Je peux parler d'équipe, là, mais D'Angelo Russell, c'est un gagnant. Lui, il voulait jouer avec Karl Anthony Towns. Il a eu son souhait. Puis en plus, il a été capable d'être mentoré par Steph Curry pendant environ 1 an de temps. Donc, à voir ce que ça va apporter dans son nouvel environnement. D'un autre côté aussi, pour Andrew Wiggins, moi, j'aime bien cet échange-là parce que ça donne une belle opportunité pour 2 joueurs de citer dans d'autres programmes et d'avoir du renouveau, de renouer leur carrière. Fait que ça, c'est 2 gagnants. Côté équipe, je te dirais que les Clippers, j'ai bien aimé ce qu'ils ont fait. Ils sont allés quand même chercher Isaiah Thomas puis Marcus Morris, qui là, ils vont avoir quand même des gros ailiers forts. Tu sais, regarde, Paul George, on a Kawhi Leonard, Marcus Morris. Là, on a quand même des corps pour mettre sur des gars comme LeBron James et Anthony Davis. Donc ça, c'est des gagnants que je trouve. Puis, tu sais, regarde, Miami, là, ils vont all-in. Je suis pas en train de dire qu'échanger Justice Winslow pour un Andre Iguodala, c'est la meilleure affaire à faire. Par contre, Andre Iguodala, il amène son pedigree de champion à Miami. Pat Riley, lui, il veut aller all-in cette année. Puis il s'est dit, regarde, Andre, belle expérience, c'est un leader, un bon joueur défensif, un quart de plus à mettre sur Giannis Antetokounmpo et potentiellement LeBron James ou Kawhi Leonard si jamais on se rend en finale. Et Jake Crowder, c'est un bon tireur de 3 points. Fait que c'est quand même une bonne situation pour Miami. Max? D'après moi, l'équipe gagnante, c'est les Warriors de Golden State. On ne les verra pas cette année, mais ça va être l'année prochaine avec Wiggins, Thompson, Curry, Draymond Green. Puis on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire avec notre je te dis top 5 là, de choix parce que je pense pas que Golden State va gagner plusieurs matchs d'ici la fin de l'année. Fait que je pense que les Warriors sont les grands gagnants aujourd'hui. Et les perdants, les Pistons de Détroit, j'ai aucune idée où est-ce qu'on s'en va à côté de Détroit. C'est qui la star maintenant du côté de Détroit? C'est Blake, mais... C'est Blake, mais il est blessé, donc je pense pas qu'il va y avoir beaucoup de monde qui va aller au Motor City pour le reste de l'année. Non. Puis aussi, un gagnant, Iguodala. C'est sûr que lui, il n'a rien fait pendant les 7 premiers mois. Il ne s'est pas blessé, rien. Il n'a pas joué. Il a su s'entraîner, il s'est reposé. Il est plus vieillissant. Puis il part d'une équipe qu'au début, il ne voulait vraiment pas jouer pour, à une équipe Miami qui est 5e dans l'Est, puis qui peut peut-être aspirer à devenir 3e et essayer de peut-être, tout dépendamment comment les Raptors jouent, essayer de top 2 dans l'Est. Donc, c'est mes gagnants et perdants de cette journée rocambolesque. C'est vraiment bien dit. Andre Iguodala, là, il a fait 17 millions là, cette année pour rien faire. Ouais. Puis en plus, il a signé son contrat peut-être 3 ans, là, de 48 millions, 3 ans. Ça, c'est après l'âge de 33 ans. C'est un des rares. C'est un des rares qui a fait ça. Exactement. Puis là, en plus, il se fait échanger à Miami, qui a une bonne équipe. Il va jouer avec Jimmy Butler. Il a signé un contrat de 2 ans. C'est sûr que sa 2e année, c'est team option. Mais quand même, 30 millions. Fait qu'après ses 33 ans, le gars, là, il a fait 78 millions. C'est rare qu'on voit ça, puis pas à peu près. Très bon. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup, William Archambault, pour ton temps. On se retrouve lundi prochain sur les ondes de RDS pour le match entre les Timberwolves, les nouveaux Timberwolves et les Raptors de Toronto. Encore une fois, William, merci beaucoup. Salut, Will. Donc, le temps de vous rappeler, parce que le temps file, nos prochains rendez-vous sur les ondes de RDS et sur les ondes de RDS2. Prochain match, ce sera vendredi. Un gros match. Un gros match entre les Pacers d'Indiana et les Raptors de Toronto. Indiana, donc on s'en va jouer sur la route pour les Raptors. Exactement. Ensuite, Timberwolves contre Raptors de Toronto, lundi le 10 février, puis suivi de mardi le 11, Portland, Nouvelle-Orléans. Et dimanche prochain, le match des étoiles de la NBA sera diffusé à compter de 20h, si ma mémoire est bonne, sur les ondes de RDS. Je vous rappelle, le balado du centre-ville est enregistré chaque 2 semaines. Donc, vous pouvez aller sur iHeartRadio, sur Spotify, un peu partout là où vous écoutez vos balados, vos podcasts, généralement en compagnie de Francis Jeté. Très heureux d'avoir été en mesure de faire ce balado avec toi, mon cher Max. Toujours un plaisir. Ça fait plaisir. Puis aussi, les gens peut-être ne voient pas, mais Kobe Bryant, on n'en a pas parlé. Là. Ça faisait 2 semaines, mais
une tragédie là, dans le monde. Là. Je me souviens quand c'est arrivé, là, je voulais juste porter le... Si je suis pas un fan des Lakers finis, mon équipe préférée, c'est les Mavericks, un certain Dirk Nowitzki dans le temps, mais je voulais payer un tribute au Black Mamba. Et on doit remercier également les gens à la maison pour vos nombreuses questions. Toujours un plaisir d'avoir la chance d'y répondre. Pour notre part, donc, on se revoit pour un prochain balado du Centre-Ville vendredi dans 2 semaines, donc le 21 février. Et Francis Jeté sera de retour. Encore une fois, merci à tous. À la prochaine.